Bienvenue Raphaël Liogier sur ce plateau. Vous êtes donc philosophe, sociologue, entre autres professeur à Sciences Po Aix, et puis auteur du livre, ce livre qui est tellement commenté, qui fait tellement parler, Le complexe de Suez, le vrai déclin français aux éditions du bord de l'eau. Alors, il fait parler autant qu'une tribune dans l'Obs ces derniers jours, dans laquelle vous faites la distinction entre un nouveau fondamentalisme musulman et en face, de l'autre côté, de nouveaux terroristes que vous surnommez les ninjas de l'islam, qui rejoignent, eux, le djihad. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent et qui n'ont pas encore tout lu ou tout découvert de votre thèse, expliquez-nous concrètement. Très simplement, en réalité, on a affaire à deux phénomènes distincts et qui sont mêlés. Et ces phénomènes sont, d'une part, une sorte de fondamentalisme, de néo-fondamentalisme, qu'on appelle improprement salafisme, de toute une série de termes, et qui est réactionnaire, qui est clairement pas en phase avec certaines valeurs qu'on peut estimer comme étant des grandes valeurs de la modernité, de la démocratie, mais qui en fait est complètement dépolitisé depuis le début des années 2000. Alors il est dépolitisé, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour la citoyenneté républicaine, mais d'un autre côté, il est dépolitisé aussi par rapport au djihadisme. Et d'ailleurs, ces nouveaux leaders de cette espèce de néo-fondamentalisme qui est essentiellement focalisé sur les questions de mœurs, de sexualité, rapport à la musique, au loisir, à toutes ces choses-là, l'habillement aussi, eh bien, ce nouveau fondamentalisme, en fait, est dans le viseur des sites de Daesh en français et en anglais sur le territoire français qui est destiné aux jeunes Européens parce que au fond ils opèrent sur le même marché si je puis dire, mais en détournant les jeunes du rapport au djihad, c'est-à-dire de la lutte armée. Ça c'est fondamental je crois. Et c'est fondamental et il détourne les jeunes, mais il détourne aussi, j'allais dire, l'intérêt de ceux qui nous gouvernent. Il fausse en fait la vision de ceux qui nous gouvernent. Bien sûr, c'est-à-dire que je crois que en fait, moi dès janvier, j'avais indiqué cela. Je ne l'invente pas parce que ce sont des recherches qui sont là. On est dans le temps court de l'actualité, évidemment, je sais bien, mais nous ça fait quand même des années qu'on travaille sur ce sujet, qu'on avait observé un décrochage entre l'islamisme, la version politisée, qui peut conduire du fondamentalisme, qui peut conduire à la lutte armée, qui passe par un processus d'endoctrinement, et qui fait que, par exemple, les djihadistes du 11 septembre étaient presque tous des gens qui étaient des intellectuels, des gens cultivés, qui avaient été endoctrinés, alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont djihadistes, aucun d'entre eux, remarquez-le, aucun des djihadistes qui ont opéré sur le sol français, depuis Mohamed Merah jusqu'aux attentats du 13 novembre, aucun d'entre eux n'est passé par une formation théologique de fond et aucun d'entre eux n'est passé par une accentuation, une intensification progressive de la pratique religieuse. Donc c'est quoi? C'est une forme de couverture, entre guillemets, pour eux, où ils y viennent quand même malgré tout, mais j'allais dire a posteriori? Alors là où le phénomène devient complexe, c'est que ces individus, pour des raisons de vengeance sociale, toute une série de choses qu'on peut en fait expliquer et qu'on pourrait analyser, mais je crois qu'on ne s'est pas donné les moyens de l'analyser entre janvier et maintenant, puisqu'on a focalisé sur les barbes et les foulards, si vous voulez. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tiré les leçons, puisqu'on continue à focaliser sur les barbes et les foulards, d'après les annonces du gouvernement, il faudrait interdire l'arabe classique, l'arabe dans les mosquées. Mais vous comprenez que alors que ces djihadistes, ils ne parlent pas l'arabe, justement, cela. Vous comprenez quand même que cette confusion, elle soit facile à faire? Elle est très facile à faire, mais moi, ce que je reproche au gouvernement, c'est de manquer de responsabilité, parce que oui, elle est facile à faire, mais justement, quand on a les responsabilités publiques, eh bien, on ne doit pas céder à la facilité, quand bien même on serait à quelques semaines d'élections fondamentales. Parce que vous ne pensez pas du tout que parmi ces néo-fondamentalistes, il puisse y avoir quand même des candidats au djihad? Il y a quand même forcément une porosité. Alors je vais vous dire, la porosité, elle s'effectue pas. Tout le problème, c'est qu'elle ne s'effectue pas comme on l'imagine. C'est-à-dire que ces individus qui sautent directement dans le djihad sont des gens qui ont des postures particulières. En général, c'est des anciens délinquants, des gens pour qui l'islam est devenu un recours pour être des caïds. Vous voyez, Mohamed Merah, il a voulu entrer dans la Légion, c'est pas très islamique. Il a voulu faire toute une série de choses. Et puis aujourd'hui, on voit que c'est à peu près les mêmes postures. Et en fait, ça nourrit mon hypothèse encore. Mais comme ceux du quartier de Molenbeek qui finalement avaient un bar et fumaient, buvaient, etc. Un peu de trafic de drogue, etc. Et une fois qu'ils sont djihadistes, ils ont besoin de rendre leur posture cohérente. Donc là, ils se mettent à ressembler à des fondamentalistes et ils se mettent à fréquenter les mosquées. Mais contrairement à ce que croit le gouvernement, justement, pour les repérer, ce sont ceux qui y vont moins souvent à la mosquée,
qui ne sont pas attachés à une mosquée en particulier, même s'ils peuvent être influencés par un discours qui va être justement un discours sur les mœurs aussi, de fondamentalistes, hein, et qui ensuite, en réalité, font moins la prière que les autres. Et ça va même plus loin, il y a même des différences dans l'habillement. C'est-à-dire que le gouvernement... Oui, mais on a des études sociales sur le sujet. Moi, je ne suis pas du tout en train de défendre l'islam. Mais par exemple, le fondamentaliste actuel, qui est essentiellement axé sur les mœurs, nous on a remarqué qu'il s'habillait en général en blanc, en crème, avec une longue barbe, etc. Alors celui-là il fait peur, on dit ça vient de lui. Alors que le djihadiste, lui, il va plutôt avoir ce que j'appelle moi le costume néo-afghan, très légèrement plus kaki, un peu plus guerrier. Il va beaucoup moins prier, il va y aller moins souvent. Donc pour le repérer, il faudrait... Est-ce que le fondamentaliste a de la sympathie pour le djihadiste que vous surnommez, vous, les ninjas de l'islam? Alors non, parce que c'est ça qui est étonnant qu'on voit apparaître dès le début des années 2003, 2004, 2005, c'est-à-dire qu'il a en horreur le djihadiste, le terroriste, parce qu'il estime que ce sont des méthodes trop modernes, justement. Et c'est-à-dire que c'est pas assez traditionnel pour lui. C'est ça qui est paradoxal au premier abord, mais c'est ce qui est en train de se dessiner. Donc, quelque part, c'est un ennemi de ce qu'on appelle la radicalisation, même si lui... Oui, il est radical au sens où il veut revenir à la racine de l'islam, mais il pense que c'est pas traditionnel, voyez. Donc il y a ces deux phénomènes qui quelque part se rejoignent, mais qu'on ne perçoit pas. Et c'est là où le complexe de Suez entre en jeu. C'est que comme on est dans l'idée selon laquelle chaque fois qu'on voit un voile, chaque fois qu'on voit une barbe, c'est une attaque à notre identité, c'est ça que j'appelle le complexe de Suez, l'idée qu'on serait en déclin, qu'on serait encerclé, qu'on mélange absolument tout. Dans les derniers best-sellers de Alain Finkielkraut ou d'autres, on a le mélange entre globalisation, capitalisme, néolibéralisme, islamisation, des phénomènes complètement différents, qui sont mêlés dans une sorte d'angoisse générale. Et du coup, comme on est plongé dans cette espèce de complexe qui est fait collectivement pathologique, je pense, aujourd'hui, on n'arrive pas à distinguer ces deux phénomènes. Mais quand même une question, parce que moi je voudrais savoir où vous classez tous ces prêcheurs de haine, etc. Il y a eu 35 imams qui ont été expulsés depuis le début de l'année. Là, à l'occasion des perquisitions dans toute une série d'endroits, notamment dans la mouvance islamiste radicale, on est allé visiter des mosquées, des lieux de prière, on est allé chez des prêcheurs radicaux. Ceux-là, vous les classez où, dans ces nouveaux fondamentalistes ou pas? Non mais attendez, moi la question, c'est que quand on me dit prêcheurs radicaux, je veux savoir de quoi on parle, je veux savoir ce qu'on a visé, ce qu'on a entendu. Très clairement, je vous réponds, parce qu'on le sait, en l'occurrence, la haine de la République, des valeurs du vivre ensemble. La haine de la République, c'est assez vague, parce que, je vais vous dire ce qui se passe. Non, écoutez-moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas en train d'essayer de valider ces individus que je considère comme étant réactionnaires du point de vue justement des mœurs, du rapport à ce qui fait une société moderne. Je dis seulement que c'est un problème qu'il faut travailler, mais c'est pas un problème de sécurité. Vous avez l'air de dire, en gros, pour simplifier, qu'il ne faut pas avoir plus peur d'eux, qu'on a peur des intégristes catholiques. Ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire, c'est plutôt ce qu'on me fait dire, ce que vous dites. Moi, je suis en train de dire qu'il y a deux phénomènes distincts et que pour soigner une maladie, on a besoin de faire un bon diagnostic pour pouvoir cibler et ne pas viser à côté. Or, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que d'un côté, on a un problème qui est un problème social, du développement d'une sorte de fondamentalisme qui est très régressif, très réactionnaire du point de vue des mœurs, qui est littéraliste, avec des gens qui sont en une sorte de décrochage par rapport à la société, dans ce qu'on appelle le communautarisme, mais que d'un autre côté, on a un autre phénomène, et que ce phénomène-là, il est anti-djihadiste, et qu'il détourne les gens du djihad. Alors je vais vous donner un exemple. L'imam Abu Daïfa, de cette fameuse mosquée donc de Brest. Nous, on l'étudie. Je ne vous parle pas, c'est pas du baratin. C'est-à-dire qu'on a étudié les vidéos en question. Il rejette la musique, hein, pour expliquer. Voilà, il rejette la musique. Alors, en plus, dans ses premières vidéos, il rejetait la musique. Depuis qu'il est devenu célèbre, il dit qu'il n'a pas exactement dit ça, qu'on se transformait peut-être pas en cochon, etc. Et moi, je suis absolument pas pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le début, il y a un point commun dans toutes ces vidéos, c'est qu'il est absolument contre la lutte armée, qu'il trouve trop politique, trop impure et pas moderne. Donc, la vraie question pour moi, c'est pas de lutter ou de ne pas lutter contre cela, parce que oui, il faut lutter contre cela, mais c'est que le phénomène du djihadisme qui met en cause la sécurité nationale ne vient pas de là, il vient d'ailleurs. La preuve, les services de police les services de l'État ont focalisé là-dessus depuis janvier. À l'évidence, ça n'a pas été efficace. Aujourd'hui, on nous dit
c'est parce qu'on l'a pas assez fait. C'est pas parce qu'on l'a pas assez fait, c'est parce qu'on n'a pas et on n'a pas mis le viseur là où il fallait. Donc ça veut dire, si je vous comprends bien, pardon, mais que le CFCM, le Conseil français du culte musulman, et le ministère de l'Intérieur, le ministère des cultes, sont à côté de la plaque quand ils proposent une habilitation pour les imams. Non, quand ils proposent une habilitation pour les imams, je pense qu'en grande partie, conforme aux valeurs de la République. En grande partie, c'est pour montrer patte blanche vis-à-vis des pouvoirs publics, parce qu'ils savent que les pouvoirs publics ont pas mal de préjugés sur le sujet, donc de dire oui, on fait quelque chose. Et puis la deuxième raison, c'est que le CFCM est quand même une institution qui a été délégitimée par la base des musulmans, et donc c'est une manière de retrouver une forme de légitimité. Mais du point de vue de l'efficacité concrète, c'est pratiquement zéro, parce que ça sera considéré comme suspect, justement, chez les musulmans qu'on cherche à toucher. Écoutez, si vous voulez bien, Manuel Valls, tout à l'heure à l'Assemblée, évoquer un certain nombre de points que certains confondent. Écoutez. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Car dans notre pays, rien ne justifie qu'on prenne des armes et qu'on s'en prenne à ses propres compatriotes. Une excuse sociale, sociologique et culturelle. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela, Raphaël Liogier? Je ne comprends pas, ou je ne comprends que trop bien ce discours, qui est un discours pour moi qui est vraiment démagogique, parce qu'il ne s'agit pas... Vous vous souvenez des attentats de janvier? Bien sûr, mais il ne s'agit absolument pas d'excuser qui que ce soit. Lorsqu'il y a des criminels, il faut qu'ils aillent en prison, il faut être dur avec eux. Moi, ce que je reproche à ce gouvernement, et en particulier à ce type de phrase de Manuel Valls, c'est qu'il fait le jeu de Daesh. Il met en scène une guerre des identités. On va fermer des mosquées, on va faire ceci, on va faire cela, sans prendre la peine de se rendre compte que ça ne vient pas de là, et c'est pas pour dédouaner qui que ce soit. Donc quand il dit il n'y a pas d'excuse sociologique, ça ne veut rien dire. Moi, je ne cherche absolument pas à excuser des actes que je considère comme inexcusables, mais ce que je voudrais, c'est que mon message passe pour qu'on puisse cibler là où il y a le problème et que ça ne se reproduise pas. Mais alors cibler comment? Et sur du court terme, j'ai envie de dire, parce que là, on est dans une urgence absolue. Mais moi, je vais vous dire, sur le court terme, je pense que les renseignements font très très bien leur boulot aujourd'hui, parce que quand la logistique a commencé à se mettre en place, on a vu qu'ils en avaient évité déjà un grand nombre d'attentats, et puis ensuite, maintenant, une fois que ça a eu lieu, les services de police font bien leur travail. C'est uniquement le long terme, c'est-à-dire le passage, le saut. Et là, j'avais proposé dès janvier la mise en place de ce que j'ai appelé un observatoire national des identités, que j'aurais appelé pluridentitaire, et qui participerait à une réforme, une révolution culturelle des renseignements. Parce que les renseignements ne peuvent pas, aujourd'hui, contrôler, tout lire, par exemple, sur la toile, sur Internet. Mais ça, vous vous rendez bien compte que ça, c'est effectivement du travail de très long terme. On aura des résultats. Non, c'est pas du travail de très long terme. Mettre les sciences sociales, aujourd'hui, il y a des centaines d'enquêtes très sérieuses de sociologues, de psychiatres, d'anthropologues, de politistes, sauf que on ne les a pas liées dans une instance où on pourrait fournir de vraies informations. Après, le gouvernement ferait ce qu'il veut. Il pourrait dire que c'est la guerre de civilisation. Il pourrait raconter ce qu'il veut. Mais on saurait véritablement ce qui se passe. Moi, ce que je reproche à cette situation, c'est qu'on ne sait pas donner les moyens de prévoir. Maintenant, on ne l'aurait peut-être pas évité, mais on se serait donné les moyens de comprendre. J'aimerais bien qu'on ne continue pas. Merci beaucoup, Raphaël Liogier. Je rappelle le titre de votre livre, Le complexe de Suez, le vrai déclin français, aux éditions du Bordelot. Vous restez avec nous parce que vous le savez, il y a un hommage national vendredi donc pour les victimes des attentats du 13 à Paris. François Hollande invite les Français à afficher un drapeau tricolore à leurs fenêtres.